Il y a quelques années, parmi les vieux agendas que mon grand-père utilisait pour se souvenir de la date des semailles, ma mère a découvert, dans celui de 1940, en lieu et place de l'annuel et méticuleux inventaire des plantations, les souvenirs de guerre de son père, Jean-Louis Leverne. Il y raconte les déplacements de son régiment, quelques anecdotes et épisodes marquants de son voyage étrange vers l'Est. Je ne sais plus où j'ai lu que les voyages vers l'Est sont des voyages vers le passé, vers l'origine, que, remontant le fil du Levant, c'est la mémoire elle-même que nous remontons et qui remonte en nous. Peu importe. Je ne parlerai pas tout de suite de l'étonnante question de la mémoire et de sa transmission, ni du sentiment particulier que provoque la lecture d'un vieux carnet comme celui-ci pour un petit-fils qui n'a jamais connu son aïeul. Non. Je veux ici poser une question a priori étrange, mais qui m'a frappé tout de suite quand ma mère m'a parlé pour la première fois de cet agenda de guerre, quand elle m'a dit qu'elle l'avait retrouvé au milieu d'autres agendas, d'autres carnets, quand elle m'a dit que des agendas comme celui-ci, il y en avait beaucoup et que celui-ci se distinguait seulement par son contenu. Ma question est, pourquoi avoir écrit ça là ? Je veux dire, pourquoi avoir choisi l'agenda pour écrire justement ce récit-là ? Je veux dire, cet agenda-là, le même que tous les autres, le même que ceux des années 37, 38, 39, le même que ceux qui contiennent seulement date et nom de graines. Je m'imagine partir à la guerre demain, mobilisé pour le front comme mon grand-père. Je me figure mon départ vers l'incertitude et la guerre. Je me représente ce voyage hasardeux entre gares méconnues et destinations incertaines. J'essaye de me plonger dans cette année d'exception, dans cette année à part que fut, pour mon grand-père et tous les autres, l'année 1940. J'y pense et je me dis non, définitivement, pour écrire le récit de ce départ-là, je ne prends pas simplement un agenda comme les autres, un agenda d'écolier, mais je cherche un carnet particulier, un cahier spécial. Je veux des feuillets à part, différents, un carnet d'exception. Pourquoi mon grand-père a-t-il choisi d'écrire dans l'agenda, comme il l'avait toujours fait et comme il devait le faire toujours ? Les saisons sont-elles les mêmes, qu'elles soient pour les moissons ou pour la guerre ? Et pourquoi est-ce ce geste-là qui m'émeut le plus aujourd'hui ? Pourquoi m'émeut-il ? Que renferme-t-il ce geste-là ? Que contient-il pour me mettre ainsi en mouvement ? Et que contiennent-ils nos gestes d'écriture ? Et que signifie écrire ici ou là finalement ? Qu'est-ce que cela veut dire d'écrire dans un agenda ou dans un authentique journal, sur les pages d'un blog ou d'un carnet ? Si j'imagine vraiment mon départ pour la guerre et le journal que j'écrirai au sujet de cet hypothétique départ, je dois admettre qu'en fait je ne serais pas si différent de lui. Si j'étais mobilisé maintenant pour partir demain au combat, sans doute n'écrirais-je pas dans un carnet spécial, dans un journal particulier, mais ici même, sur l'écran de mon ordinateur, ou plus probablement sur celui de mon téléphone. Dans le mémo de mon téléphone, je trouve liste de courses, idées pour un roman, idées pour un colloque, quelques phrases échappées d'une insomnie, quelques phrases échappées d'un rêve et maladroitement écrites à 3 heures du matin, mesure du mur gauche, 4,40 m, du mur droit, 2,40 m, de la fenêtre, 1,20 m de large, 1,27 m de haut, décompte de mes heures de cours particuliers, adresse mail d'un certain François R, question à poser à la pédiatre, code de la porte de l'immeuble de Montreuil, heure du biberon. Il faudrait une science de ce fourre-tout. Une science qui serait aussi un manifeste. Si j'étais mon grand-père, mon journal de guerre tiendrait sur les petits rectangles obscurs du mémo de mon téléphone. Il faudrait une science de cette horizontalité-là. Science qui serait aussi un manifeste. Manifeste anti-perspectiviste. Parfois, quand j'écris, quand je cherche des idées, les rectangles bien disposés s'entrechoquent, se mélangent. D'un coup, une liste de courses obsolètes est polluée par une phrase. La langue n'est pas une source tarie, un épisode. Ou bien, des rendez-vous notés à la va-vite deviennent, des mois, des années, autant de messages cryptés, de symboles. 11h, Dolly, 9h09. Je me demande ce que produisent ces vieilleries numériques sur moi, sur ma pensée.
Comment l'imaginaire est-il investi par cette cohabitation forcée de l'hétérogène? Et que pensait-il, mon grand-père, quand d'une page à l'autre, il passait des graines d'une plate-bande au bal de l'aviation allemande? J'imagine une science. J'imagine un manifeste. Elle partirait, cette science, de ces petits gestes qui m'occupent comme une ville envahie. Oui, si je devais dire d'où j'écris, ou même, plus difficile encore, poser la question de comment j'écris, alors je parlerais sans doute de ce continuum de petits gestes qui tissent les menues habitudes, les routines numériques qui délimitent le territoire de l'écriture et habillent mon corps écrivant. Il faudrait une science du raccourci, une contrologie et ses sous-branches. Elle dirait la manière dont, dans nos têtes, le geste court-circuite les fastidieuses opérations du recopiage par le copier-coller, du sauvetage par le CTRL-S, voire le CTRL-A plus CTRL-C, de l'époustage ou de l'investigation critique par la recherche d'occurrences répétées avec le CTRL-F. Une tabologie qui évoquerait le rôle imaginaire du tab-mage pour faire apparaître les unes après les autres les pages ouvertes sur l'écran. Il faudrait une science qui décrirait l'effacement définitif des textes écrits dans les boîtes de dialogue, le deuil douloureux d'un texte écrit directement sur un forum et qui, à la suite d'un coup du sort ou d'un faux mouvement, disparaît dans le néant définitif et sans trace de l'actualisation. Comment ce texte fantôme hante longtemps l'esprit quand on veut réécrire, mais qu'il ne reste plus rien qu'un vague souvenir? Comment aurait fait Woolf ou Goliarda Sapienza si les pages de leur carnet d'écriture flambaient d'un coup, en plein milieu d'une phrase, anéantie par une étrange et stupide combustion spontanée? Et là encore, il resterait des cendres. Il faudrait une onglétologie, science qui étudierait le rôle des onglets dans un cadre créatif, manifeste qui réclamerait l'avènement d'un art de l'onglet, qui userait des onglets comme des décors de théâtre, tableau après tableau. Science qui décrirait la topologie accidentée des onglets qui, en se chevauchant, produisent, par mouvements tectoniques, subduction et obduction, des chaînes de montagnes dans la pensée. Une sous-branche à visée éthique s'interrogerait sur la quantité optimale d'onglets à ouvrir en même temps pour inviter l'esprit à un bienheureux vagabondage mental. Combien d'onglets avant que ne s'effondre sur soi-même la pensée, noyée dans les sables mouvants de la référence potentielle? Il faudrait une étude sur le rétroéclairage et son rôle dans la créativité nocturne, les textes écrits dans la nuit noire, les textes qui éclairent objectivement le visage de l'écrivain. Une infraphysique de la lumière bleue écrite par un marsilficin contemporain décrira ce que cela fait d'être illuminé par la page blanche et lentement plongé dans une nuit provoquée par les caractères noirs d'un texte. Au fond, en me demandant ce que font tous ces gestes-là sur mon écriture, je me demande plus largement ce que les gestes disent de l'écriture en général et de la poésie en particulier. Mes premiers poèmes ont été écrits sur les pages blanches d'OpenOffice, publiés sur des forums qui étaient d'écriture ou qui n'étaient pas d'écriture, envoyés par courriel et ont disparu en même temps que grillaient mes unités centrales, mes disques durs, que fermaient les forums ou que ma mémoire finissait de balayer leurs noms. Je n'ai jamais écrit sur papier, ou alors ce n'était qu'une anomalie exigée par des circonstances particulières et rarissimes. J'essaye de me demander donc ce que cela a fait pour moi, d'écrire de la poésie ainsi et toujours ainsi. Et surtout, je me demande si ce que cela a fait pour moi, cela peut aussi l'avoir fait pour d'autres. Avons-nous là un terrain commun? Et si oui, lequel? D'abord, en observant le carnet de mon grand-père, je note que moi, je n'ai jamais eu l'occasion, comme lui, de raturer une page. Sous la date du dimanche 21 janvier 1940 est écrit « Réveil 3 heures, départ Lancer à 8 heures, route couverte d'une petite couche de neige, mais plus praticable qu'auparavant, cantonnement dans une maison à Waltenheim. » Le texte, écrit au crayon à papier en petites pattes de mouche, difficile à lire, a été barré d'une croix bleue faite au stylo. Elle me parle, cette rature. Elle me parle de mon grand-père. Elle m'apprend qu'il est revenu sur son carnet, qu'il l'a relu quelques heures, quelques jours, quelques mois ou quelques années plus tard, qu'il a corrigé l'erreur. Elle me pose des questions aussi. Quelle est la nature de l'erreur raturée?
Le texte n'est pas réécrit ailleurs à une autre date, et l'hypothèse d'une erreur de page s'affaiblit. Et en même temps, quelle bizarre manière de corriger un texte écrit au crayon à papier, et donc effaçable, que de le barrer au stylo. Pourquoi raturer et ne pas effacer? Pourquoi raturer et ne pas corriger? De cette parole de la rature, de cette question de la rature, surgit un fantôme, celui de mon grand-père, ou plutôt celui du geste de mon grand-père, et même d'un ensemble de gestes qui, des dizaines d'années plus tard, font encore mystère pour moi. Formule de pathos, corps agissant, toute une migration intérieure que j'imagine être celle d'un homme que je ne connais pas. Mais où sont les ratures de mes textes numériques et où sont leurs fantômes? Où sont mes palimpsestes? Je lis que le grec palimpsestos veut dire gratter de nouveau. Sur la page Wikipédia du mot palimpseste, je vois qu'un Coran, éclairé en lumière ultraviolette, a révélé un palimpseste. Je lis que les manuscrits désuets ou de peu de valeur étaient désancrés ou effacés grâce à la ponce. Sur les forums, la fonction édition permet de revenir sur les textes postés afin de les modifier, de les amender. Souvent, relisant d'anciens poèmes, j'utilisais cette fonction pour faire disparaître ce qui m'apparaissait à la relecture comme une erreur. Mais, contrairement à la gomme de mon grand-père, par exemple, l'opération de grattage ne semble laisser aucune trace, aucune scorie. Passé à travers le tamis de mon nouveau critère, le poème ancien ne laissait, en s'effaçant, aucune poussière résiduelle, aucune marque tenace. L'archive du geste s'évapore. Et qu'est-ce qu'un geste sans archive? Je ne sais pas. Ou bien, au contraire, j'imagine par exemple que, contactant les hébergeurs de ces forums, je pourrais, potentiellement accéder à l'historique complet de mes poésies d'avant édition, et même à la chaîne totale des modifications cosmétiques ou radicales apportées à ces textes. Mais en même temps, je ne peux pas le faire. Tout s'opère comme si, écrivant sur Internet, j'écris sur fond théorique d'une disponibilité totale de ce qui a été effacé, comme le fantasme d'un historique sans faille du geste de mon écriture, et en même temps sur fait d'une impossibilité pratique d'accéder à cette histoire potentielle de mon geste. Dans tous les cas, c'est comme si la trace avait disparu. Ou bien l'empreinte est annulée par l'édition, ou bien l'empreinte est annulée par l'exhaustivité d'un historique complet conservé quelque part. Il ne peut y avoir de traces sans effacement partiel. J'imagine un dispositif qui abîmerait peu à peu mes fichiers texte à chaque sauvegarde, qui effacerait ici et là des mots, bien qu'imparfaitement, ou bien qui déposerait sur la feuille blanche numérique une fine empreinte des mots préalablement effacés, exactement comme ces marques grisâtres sur les agendas de mon grand-père ou sur mes rédactions d'enfants. Bernard Vouilloux parle d'échafaudage pour désigner ces dispositifs qui soutiennent la production d'un texte ou d'une image, mais qui retiraient à la fin les structures invisiblement. Il écrit « La plupart du temps, ces images remplissent l'office d'un échafaudage. Elles ont pu enclencher ou activer le travail d'écriture, mais ne laisser aucune trace dans le texte. » L'échafaudage de mes textes écrits en ligne a donc disparu. Mais cette évaporation ne touche pas seulement la trace laissée par mes erreurs, détours, retours, mais aussi ce qui pourrait être rangé du côté du brouillon. En y réfléchissant, et après avoir écrit de la poésie pendant les 15 dernières années, je dois admettre que je ne sais même pas ce que cela peut signifier de faire un brouillon. Si le brouillon est ce premier travail avec correction destiné à être recopié, alors je n'ai jamais fait de brouillon. J'ai copié-collé des textes, mais je n'ai pas recopié de texte. Sur la page Word ou sur un forum, mon texte apparaît immédiatement net et sans bavure, édité, publié, comme s'il n'était jamais brouillé. Je me demande, qu'est-ce que cela change? Il m'est arrivé de revenir en arrière lors de longues sessions d'écriture sur Word en usant du CTRL-Z pour remonter le fil de l'écriture en cours. Mais je n'ai jamais sauvé cette mémoire-là et elle disparaît chaque fois que je ferme le logiciel. Je crois que c'est là une chose qui change. Je crois qu'au fond, je ne pourrais pas seulement me contenter de laisser une trace, mais que je serais obligé, si je souhaitais conserver la mémoire du processus d'écriture, de faire une trace. Comme le petit pousset déposé volontairement derrière moi et au fur et à mesure de mon geste, les signes de mon passage ici.
Habiter, c'est laisser une trace, dit Benjamin dans Paris, capitale du XIXe siècle. D'accord, laisser une trace. Mais la trace est-elle laissée malgré soi, comme le promeneur dans une forêt enneigée dépose derrière lui les empreintes qui manifestent après lui encore son cheminement, ou bien volontairement, activement, comme l'enfant que l'on veut égarer, que l'on veut perdre, et qui décide de marquer son passage d'une pierre blanche. Mon ignorance technique rend sans doute obsolète mes précédentes considérations. Le fait est que, sur ce point, j'ignore tout, ou quasi tout, de ce que je fais en écrivant en ligne ou sur traitement de texte. Mais au fond, peu importe qu'il soit possible techniquement de faire réémerger des traces, c'est-à-dire des marques d'un effacement seulement partiel de ce qui a été, de mes poèmes. Ce qui compte peut-être, c'est que pour moi, phénoménologiquement, cette possibilité de la trace n'apparaît pas ou quasi pas. Si la trace numérique existe, elle n'existe pour moi que comme fantasme technologique, imaginaire technomythique. À la question de savoir s'il serait possible techniquement de remonter le fil d'un poème posté sur un forum, s'il serait possible techniquement de révéler, après effacement, le travail de correction du poème opéré directement dans la boîte de dialogue de ce forum, je ne pourrais répondre qu'un sans doute, qu'un peut-être bien, qu'un j'imagine. J'imagine. L'agenda de mon grand-père, comme carnet d'écriture, avait pour lui d'apparaître comme parfaitement saisissable. Sa matérialité directement accessible donnait au moins l'illusion immédiate d'une intelligibilité complète. Il ne faisait pas problème. Et s'il n'y pensait pas en écrivant son journal de guerre, je veux dire, s'il n'y pensait pas, s'il ne pensait pas à l'ontologie du support, c'est parce qu'elle lui semblait comme transparente et vide de signification pour l'acte d'écrire lui-même. Au contraire, pour moi, la page Word, la boîte de dialogue, de forum, l'espace d'écriture numérique m'apparaît, quand j'y pense, comme parfaitement insaisissable, obscur. Si je comprends la manière qu'a le graphite de faire trace sur le papier de l'agenda, je ne comprends pas comment les touches de mon clavier font trace numérique. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a trace. Et si je n'y pense pas en écrivant, c'est précisément au contraire de mon grand-père peut-être parce que l'ontologie du support est opaque. Or, cette opacité n'est pas vide de signification puisqu'elle laisse rêver à des potentialités insoupçonnées que ce support contiendrait par devers moi et qui révélerait mon acte d'écriture dans une forme nouvelle, un apparat différent. Des choses se cachent encore dans le système. Il y a quelques années, pour jouer, j'ai utilisé Google Traduction pour traduire un poème dans une langue étrangère et le faire retourner au français. Répétant l'opération de nombreuses fois et en de nombreuses langues, revenant chaque fois au français pour faire surgir les détournements que la traduction avait opérés sur le texte initial, j'ai découvert qu'au bout d'un certain nombre de va-et-vient, le poème se sédimentait dans une forme fixe et qui ne changeait plus du tout, même en renouvelant encore le geste de traduction-retraduction. J'ai appelé cela le poème os, l'ossature. Comme si l'armature intérieure du sensible, ce que Merleau-Ponty nomme l'invisible, s'était révélée par cette translation répétée. Qu'est-ce que cela veut dire ? Peut-être que, contrairement à l'agenda de mon grand-père, au carnet de notes, je sens bien que le support numérique, non pas seulement l'écran, mais l'ensemble des dispositifs numériques rendus disponibles par l'écran, dispositifs que l'écriture peut occuper et investir, m'échappe, et que j'agis avec l'écran comme le kayakiste à la surface d'un lac écossais, naviguant au-dessus d'une eau noire, très profonde, et peut-être habité par quelques monstres capables, aléatoirement, de provoquer des remous. Ma mère a retrouvé le carnet de mon grand-père quelque part dans un grenier ou dans une cave, quelque part dans un coffre, quelque part dans une malle. Hérité et ignoré pendant 30 ans, les agendas de mon grand-père retenaient leurs semences et leur histoire de guerre. Quand elle a remis la main dessus, elle a numérisé chaque page, consciencieusement, et a noté dans les marges numériques les textes difficilement lisibles de l'agenda. Le site web était une manière de rendre disponible la source. Mais, quand j'ai voulu retrouver l'adresse de ce site, j'ai fouillé nos anciennes discussions et la conversation collective de Messenger où ma mère l'avait partagée à toute la famille. Il s'agissait de retrouver l'adresse perdue. En ligne, la fouille commence ainsi, sous la surface de l'eau.
D'anciennes adresses mail inusitées contiennent la mémoire de forums disparus. De nouvelles architectures numériques recouvrent d'anciens lieux d'écriture. Comme des ruines, les vieux topics se maintiennent à l'état latent, sous l'empirement des villes nouvelles. Impossible à faire défiler entièrement, des broderies de tweets, de posts, de publications s'effilochent dans un lointain passé. Un lent travail d'enfouissement fait disparaître sous la terre ou dans les cartons d'un grenier numérique l'origine d'un motif poétique, l'origine d'une idée, l'origine d'un recueil. J'imagine mes textes adolescents quasiment introuvables pour ma fille. Déjà pour moi, l'effort pour me relire à 15 ans d'intervalle suppose une série de gestes qui ressemblent à la fouille opiniâtre de ma mère dans les archives municipales pour reconstruire l'arbre généalogique de la famille, pour retisser le récit de mon grand-père. Je ne vais plus au grenier. Je ne grimpe plus sur un tabouret pour atteindre les cartons en haut d'une armoire, mais j'ouvre d'anciennes conversations clôturées, cherche par mots-clés dans une boîte mail inusitée. Je ne cherche plus la clé de mon journal intime, mais je retrouve d'anciens identifiants et tente parfois, vainement, les opérations nécessaires à la récupération de mes vieux profils. De mots de passe oubliés en mots de passe oubliés, l'énigme grandit. D'anciennes questions secrètes, pareilles à des défis, sont lancées à moi-même par mon ombre. Par exemple, l'un des forums sur lesquels je sais avoir le plus écrit, je ne m'en souviens plus. J'ai cherché longtemps, mais je n'ai rien trouvé. Les navigateurs web réclament de longues exphrasis parfois, pour faire surgir hors des profondeurs de la mémoire numérique un tableau disparu, une citation perdue, et même le souvenir d'un lieu. La langue cherche la langue. Des descriptions minutieuses et pointues sont écrites dans la barre de recherche et ne donnent aucun résultat. Pour retrouver certains vieux textes égarés dans les réseaux, j'ai tenté plusieurs fois de reconvoquer d'anciennes phrases, d'anciens vers que je tapais dans la barre de recherche Google. La poésie devenait alors l'effort d'une mémoire imparfaitement reconvoquée. 16 300 résultats inutiles en 0,23 secondes. Un temps infime est perdu. Au fond, le fil tendu de mon passé disparaît à pic sous la surface, comme tendu par une encre. Je peux par la langue, à la manière d'un aimant puissant balancé par-dessus le bastingage, partir à la recherche des objets perdus au fond des eaux, mais l'essentiel reste infiniment trouble et obscurci. En ligne droite, la langue elle-même épuise la langue. Parfois, je me figure cette longue activité d'écriture sur les forums comme une activité bordée par le néant. Des questions surgissent de gestes minuscules et quotidiens. J'imagine par exemple qu'un texte coupé-collé disparaît un instant dans le transit évanescent de ma page Word à la boîte de dialogue ou de site où je vais le poster. Pendant que je me déplace d'un onglet à l'autre, mon texte coupé attend dans la gare de transit du presse-papier. Tout le domaine mystérieux, quasi mystique des fichiers temporaires tremble imperceptiblement. Sur un site expliquant comment récupérer des données perdues, je lis qu'il faut cesser l'utilisation d'un périphérique buggé sous peine d'écrasement des données. Risque d'évaporation, risque de compression extrême jusqu'à disparition, comme des bagages perdus à l'aéroport. Mais le néant est aussi devant moi. Sur les forums, parfois, des recueils entiers s'évaporent, édités par les poétesses, les poètes. Les textes sur plusieurs pages ont été remplacés par l'écrivaine, l'écrivain, par une simple étoile. Plus rien à lire. Alors que les possibilités de recopiage sont infinies, je me laisse à chaque fois surprendre par ces migrations littéraires qui font que ce que je lisais a tout simplement disparu de la surface de mon océan pour plonger dans les profondeurs inaccessibles. Disque dur qui ne m'appartient pas, clé USB abandonnée dans le tiroir d'un bureau qui n'est pas le mien, juste pas là. Je vois des livres blanchir du jour au lendemain, une bibliothèque se vider, le château s'écrouler tout entier parce qu'un Kafka numérique a décidé d'incendier son texte. Et tout cela me fait revenir à ma question. Pourquoi là ? Pourquoi écrire ici même, ici, là, dans l'agenda ? Pourquoi pas ailleurs, autre part ? Est-ce qu'ailleurs, autre part, cela signifierait aussi autrement ? Pourquoi suis-je presque certain que oui, cela voudrait dire autrement, d'une autre manière ? Pourquoi suis-je presque certain qu'ailleurs, que dans l'agenda, mon grand-père n'aurait pas écrit la même chose, pas pareil ? Je ne sais pas grand-chose de mon grand-père, à vrai dire. Je sais le récit qu'en fait ma mère. Je sais qu'il a eu les oreilles brûlées par le froid à la guerre. Je sais qu'il m'a tenu sur ses genoux quand je n'étais pas encore en âge de m'en souvenir.
Je sais qu'il sculptait dans le bois et le béton. Ce que je sais de mon grand-père me fait dire qu'ailleurs, autre part, dans un carnet spécial qu'il aurait acheté spécialement pour l'occasion, il n'aurait tout simplement rien écrit de son voyage vers l'Est et de son retour difficile vers l'Ouest. Son Iliade et Odyssée devaient naître en petites pattes de mouche sur l'agenda de toujours. Cela devait correspondre à son caractère, à son personnage. Et pourquoi ma mère a-t-elle décidé de mettre tout cela en ligne ? Sur cette fine bande de terre, cet isthme numérique bordé, je l'ai dit, d'une sorte de néant. Je pourrais dire qu'elle a fait geste de mémoire, elle a fait se souvenir, mais je crois qu'il n'y a pas que cela. Je crois qu'à la fin, les gestes de mémoire ne sont jamais seulement des gestes de mémoire. Ils sont aussi autre chose qui n'est pas strictement la mémoire, si on entend par mémoire la faculté immobile de retenir ce qui a été. Je crois que ma mère racontait quelque chose. Et moi aussi, en ligne, j'ai raconté quelque chose. Écrit et posté des poèmes, effacé et perdu des poèmes, lu et commenté des poèmes. Pourquoi ai-je décidé d'écrire ici même, là, sur les forums, sur les blogs, en ligne, sur les réseaux? Qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela change? Qu'est-ce que c'est d'écrire de la poésie en ligne, de la déposer là, ailleurs, ici même? En 1544, Giulio Camillo formalisait son projet d'un théâtre de la mémoire qui aurait vocation de fonctionner comme une machine mnésique capable de réunir en un seul lieu tous les savoirs du monde. Des images et des textes déposés sur les gradins du théâtre, divisés en sections, devaient permettre à un spectateur les observant depuis le centre de la scène de convoquer à son esprit, par jeu de correspondance imaginaire entre les choses placées devant lui, un savoir absolu. Je n'ai jamais vraiment compris le projet de Camillo. Il m'a toujours échappé. Son étrangeté brutale m'a toujours fasciné, comme je suis fasciné aujourd'hui par les planches mnésiques de Warburg. Mais quel est le rapport entre Giulio Camillo et mes poésies en ligne ? Lina Bolzoni parle de l'œuvre de Camillo comme d'un art transmutatoire. Le mage croit pouvoir transformer la substance par une série de gestes, de petites opérations discrètes, de petites relations, de chocs timides, de réalités intimes et cachées. Mais transformer, pour l'alchimiste, ce n'est pas changer de forme, c'est révéler une nature fondamentale, creusée à la racine. Camillo croyait pouvoir transmuter un ensemble fini de données imaginaires, quelques textes, quelques images, en une totalité absolue de savoir, une mémoire totale. Peut-être qu'écrire en ligne, c'est écrire dans le théâtre de Giulio Camillo, mais pas depuis la position surplombante et synthétique du spectateur fantasmé par Camillo, non. Écrire en ligne, c'est écrire dans les gradins du théâtre, entouré par cette mémoire dynamique et bizarrement totalisante du web. Naviguer dans la mémoire, participer à la mémoire. Par une série de petits gestes, de petites opérations discrètes, de petites relations et de chocs timides de réalités contraires, de sauts d'onglets en sauts de ligne, ramener l'hétérogénéité irréductible de cette navigation à l'écriture, à la lecture, à l'unité mouvante d'un imaginaire discrètement collectif et commun. Les uns sous les autres, les unes hyper liées aux autres, chacun, chacune dans les marges d'un long commentaire, dans les plis d'un volumen écartelé ou ramassé sur lui-même, quelque chose comme un imaginaire se dessine, un réseau, et j'imagine une science, et j'imagine un manifeste, et j'imagine une histoire qui raconterait cela.